Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions. Qui donne voix aux idées. Cube. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. La rencontre du Trisac Dumont ce matin, pour de vrai, hein, un gros merci à Isabelle Maréchal qui a été là pour tous les derniers épisodes. C'était fort agréable de faire cet exercice avec elle. On la salue. Bonjour à vous, messieurs. Non. Écoute, Benoît, en attendant que Mario se joigne à nous, toi, tu voulais absolument réagir à cette histoire-là. On a parlé beaucoup d'itinérance récemment. On le vit tous les jours ici dans le coin de Cube. Et là, c'est un sans-abri aspergé d'eau devant un immeuble, un restaurant. C'est comme pas clair. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ouais, le Montreal Gaming Center, on invite l'Office de la langue française à aller les voir. Première affaire. Ouais. Je peux pas croire, tu sais, le Montreal Gaming Center. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, c'est un geste répréhensible, là, on s'entend, là, tu peux pas faire ça à personne, tu sais, même pas un chien, là, jeter de l'eau, tu sais. Puis en même temps, tu dis, pourquoi ce propriétaire-là est obligé de faire ça? Se sent obligé d'avoir recours à cette façon de faire-là qui a juste pas d'allure, là. Là, tu sais, il y a un problème. On a parlé d'itinérance dans le quartier chinois. Ça aurait pu dégénérer, là. Lui, il aurait pu se fâcher, il aurait pu... Tu sais, ouais. on peut pas encourager ce genre de comportement-là. Mais en même temps, t'es rendu où dans le quartier chinois? Les gens le disent, les commerçants le disent, les résidents le disent. Puis la police, tout ce qu'elle a à répondre, c'est... Ben, on peut pas être partout tout le temps. On peut pas être là. On peut pas... Tu sais, on peut rien faire. Alors, une fois encore, t'as des itinérants, des toxicomanes, problèmes santé mentale, c'est toujours la même rengaine, qui s'installent devant un commerce. Ben moi, j'essaie de gagner ma vie avec ce commerce-là. Je fais quoi? J'appelle la police, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Ils viennent pas. Fait que là, tu essaies de lui parler. La propriétaire du restaurant à côté a essayé de le réveiller. Monsieur, vous pouvez pas dormir ici, ou Mister, you can sleep here. T'sais, on sait pas. Il y a rien à faire. Il dort. Alors, tu fais quoi? Tu jettes pas de l'eau, je comprends. Mais tu fais quoi? Là, tout le monde, là, les intervenants sociaux sont bouleversés. Ils trouvent ça épouvantable. Ben oui, mais c'est pas ton commerce. C'est pas toi qui es pris avec un type qui dort au pied de la porte. Penses-tu que moi, j'ai le goût de rentrer là si tu vois des gens avachés pis ça, c'est juste dormir? On sait bien que des fois, ils font leurs besoins aussi. Parce qu'il n'y a pas de jigger, parce qu'il n'y a pas d'endroit, parce que... Alors là, la mairesse Plante va dire, comme pour les campements, comme pour tout, ben, on veut pas de confrontation, on veut pas que la police, tu sais, on veut que la police soit gentille, on veut que la police soit la mère de Caillou, on veut qu'elle prenne les gens par la main. Mais c'est pas de même ça marche, la réalité, Madame Plante. Alors là, t'as des commerçants qui sont pris avec des problèmes d'itinérance. Je vous rappelle le CPE, le Petit Palais, qui disait, ils viennent faire leurs besoins le long du mur du CPE. Ils viennent parler aux enfants puis sont sur le crack. C'est les droits de qui priment, là? On peut pas tolérer ça. Fait que là, t'as une réaction d'un propriétaire qui est à bout, il est probable de le réveiller, il jette de l'eau d'en face, c'est pas une bonne idée, puis en même temps, tout le monde est outré, mais personne propose des vraies solutions. Ouais, ce moment donné, ça va en prendre des solutions, on va prendre une liste aussi, peut-être aux citoyens puis aux commerçants de choses qui peuvent ou qui doivent faire dans des situations comme celle-là, Mario. Ben, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas à suggérer. C'est ce qu'on entend dans cette histoire-là, c'est ce qui est frappant. Là. Tout le monde sait ce qu'il fallait pas faire, c'est envoyer de l'eau. Personne ne dit ce qu'il fallait faire. J'en entends pas, là, ce qu'il fallait faire. Tout le monde semble prendre pour acquis, comme le dit Benoît, que si t'appelles la police, pas qu'ils viendront jamais, mais que c'est pas une priorité, qu'ils viendront pas rapidement. Moi, tu sais, quand je regardais la scène, je regardais les reportages, je revenais de voyage, puis tu sais, on disait, un itinérant qui dormait à l'entrée d'un commerce ou qui était couché à l'entrée d'un commerce. Mais tu sais qu'on pourrait reformuler la phrase puis dire un itinérant qui obstrue l'accès à un commerce. À mon avis, sur le plan factuel, cette phrase-là serait aussi vraie. Là. Ouais. Qui obstrue l'accès à un commerce, parce que moi, je pense
Écoute, peut-être certains clients, là, vraiment, mais je pense pas que t'enjambes un être humain. Là. C'est pas naturel. Quand quelqu'un est vraiment de travers dans une entrée, là, moi, vraiment d'avoir affaire là, c'est enjamber un être humain, c'est bizarre. Là. C'est pas que... Donc, la plupart des gens, à mon avis, ne rentreront pas. Et là, obstru, ça veut dire que là, toi, tu fais quoi? Toi, t'es en dedans, c'est ton commerce. Ta journée de travail, c'est d'être debout ou assis dans le commerce à attendre des clients. Mais tu fais quoi si l'entrée est obstruée? Puis on sait pas, hein? On sait pas si le type en question, s'il est paisible, s'il est en crise, s'il est armé, on sait rien. Tu sais, quand on parle d'angélisme, là, c'est là où il faut s'arrêter. Je dis pas que ce sont tous des criminels, mais personne ne le sait. Il n'y a pas moyen de le savoir. Puis en plus, t'ajoutes à ça peut-être un problème de santé mentale, peut-être un problème de toxicomanie. Là, tu vas dire, je vais prendre une chance, là, je vais le réveiller doucement en chantant une berceuse. Ah oui. Puis là, c'est en plein jour. Là, c'est en plein jour, puis je retiens, tu sais, nous, on l'a eu ici, la pleine expérience de tout ça. Notre collègue Marianne Bessette à Recherche, qui arrive ici à un peu avant 5 heures du matin, notre porte ici à Cube, un campement complet, érigé, toile, 2 itinérants qui dorment dans notre porte. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle prend le risque de les réveiller? Ils sont intoxiqués, elle est toute seule, il est 5 heures du matin. Il n'y en a pas de solution facile, puis là-dessus, c'est ce qui est un peu déprimant. On peut déplorer, redéplorer, mais après ça, s'il n'y a pas de solution, ben, on va recommencer les mêmes affaires. On parle de la police qui n'a pas ça en priorité. Mais prenons l'hypothèse que les policiers le mettent en priorité là, demain. Là. Bon. Ils font quoi? Souvent, ils vont prendre les gens, ils vont les déplacer, ils vont retourner à la même place. Je veux dire, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas donner de contravention, de toute façon, ils ne les payeront pas. Parfois, quand ils sont trop intoxiqués ou trop malades, on les envoie à l'hôpital. Allez interroger les gens dans les urgences d'hôpital, des hôpitaux. Ils vont vous dire, hey, ça, là, c'est le plus gros problème qu'on a dans les hôpitaux à Montréal. On est encombrés par des gens qui arrivent, c'est des itinérants, ils sont pas vraiment malades, ils sont pas en santé, ils sont en mauvaise santé physique, mentale, mauvais état général, évident, là, mais il n'y a rien qu'on peut faire. Fait que, tu sais, on les retourne. Le genre, ils arrivent le matin, mettons, ils arrivent à l'hôpital, ils retournent l'après-midi, on les ressort. Puis là, ils retournent se coucher à la même place, puis quelqu'un... Tu sais, c'est tout ça est d'un absurde... C'est un problème social profond, mais qui mène à une situation qui est d'un absurde total. Ouais. Moi, je pensais que c'était un représentant de l'Office québécois de la langue française, là, ou de Québec français qui venait manifester contre le Montreal Gaming Center. Tu sais, juste pour faire changer le nom du commerce. Puis, ben non, c'était même pas ça. Ouais. C'était juste un gars qui est mal pris. Il se serait peut-être fait arroser aussi, hein, le gars de l'Office de la langue française, rendu là. Regarde, ça, c'est un autre point. Mario, toi qui reviens de l'étranger, là, t'as sûrement fait le tour de tous les campements universitaires de la planète. T'es allé voir comment ça se faisait ailleurs, non? Pas vu. Non, je l'ai pas vu. C'est chez nous que ça se développait. Écoute... il y avait celui de McGill qu'on a toléré un peu, laissé s'installer, laissé prendre, disons, des allures d'installation permanente. On veut pas de conflit avec la police, mais finalement, on fait rien. Là, bon, là, le McGill, l'injonction va être entendue. Je pense avoir une décision aujourd'hui. Mais là... Mais ça augure mal, hein? Attendez-vous à rien, là. Ouais. Ça pousse là, à l'UQAM, puis à l'Université de Sherbrooke. Ouais. Et ce qu'on comprend de l'UQAM, là, c'est que les gens s'installent, sont chez eux. Il y a des barricades qui appartiennent à un entrepreneur en construction qui sont là pour sécuriser une zone de construction, de maçonnerie quand même, où les barricades sont importantes, les barrières importantes pour la sécurité du public et des travailleurs. Mais là, eux... tu sais, quand une fois que tu as la confiance que tu vis dans un pays où il n'y a plus d'autorité, plus de police, plus de loi, tu prends les objets, tu prends les barrières de quelqu'un d'autre, tu te les appropries. Ben, puis je voulais vous entendre là-dessus, messieurs, parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir hier à l'émission de Yasmine Abdel-Fadel, notre collègue, qui reçoit la porte-parole du campement. Puis je vais mettre des gros guillemets, là. Porte-parole, puisque elle nous donne un nom. Si on se comprend, on n'a pas raison de croire, de douter qu'elle va pas nous donner le bon nom. Débarque ici en entrevue, en ligne, masqué. C'est un faux nom, on peut le confirmer par la suite. Même pas le courage de s'afficher à visage découvert. Puis tu l'as dit, Mario, hein, on n'a pas peur de la police, on n'a pas peur de rien. Elle a peur de quoi? C'est la question que je me pose, sincèrement. C'est même pas avoir peur, là. C'est la mairesse qui dit on veut pas, on n'est pas une ville américaine. Ben on est quoi, Madame Plante? On est une ville de flambous? On est une ville de peureux? Moi,
J'ai eu une idée, parce que vous savez, je suis là pour aider. Ben oui. J'ai eu une idée ce matin, je me dis, on devrait inviter tous ces campements à aller s'installer sur les terrains de l'hôtel de ville. Allez-y à l'hôtel de ville, là, parce que Montréal n'est pas un... Tu sais, c'est pas un modèle à suivre, là, Montréal. On le sait, là. On est contre tout le monde. On est islamophobe, on est raciste, on est fasciste. Tout ça sur un territoire non cédé, je te rappellerai. C'est vrai. Territoire non cédé, on est des colonialistes en plus. Allez manifester, installez vos campements sur les terrains de l'hôtel de ville, ou même le terrain de Julius Gray. Je dis ça, là. Pour voir la réaction. Parce que Mme Plante, elle a dit, je veux pas de confrontation. Je veux que les policiers prennent la main des campeurs puis qu'ils chantent des chansons au bord d'un feu de camp. Ça peut pas être plus débile que ça. En Alberta, à Edmonton, ils ont viré le campement. Aux États-Unis, ils virent les campements. À Montréal, on les accueille. On leur tend la main. On les comprend. On les dorlote, on les chouchoute, on leur chante des chansons. C'est ça, Valérie Plante, c'est ça, son administration. Allez vous installer à l'entrée et sur les terrains de l'hôtel de ville. On va voir combien de temps ça va durer. Ouais, après ça, ben, c'est une question aussi de voir les revendications. Je veux dire, comment McGill, on peut être pas besoin. Pas besoin de revendications. Regarde, les revendications sont imbéciles. L'UQAM, là, a aucun lien avec Israël, a aucun financement c'est ce que j'allais dire. Dans l'armement. C'est ce que j'allais dire. Ils s'installent là pareil, tu sais. Donc, revendication ou pas, c'est juste un mouvement de catins masqués qui veulent passer du temps à faire autre chose que de travailler. Mais la première chose débile dans leurs revendications, là, c'est qu'ils partent. Tu sais, quand ils disent, lorsque nos revendications auront été respectées, là, c'est OK, mais vous êtes 22, là. C'est quoi, au Québec, il y a 22 personnes, tu sais, certains parties de Noël ont plus que ça, nous autres, dans la famille. Je veux dire, si on exige que le gouvernement change la loi 37, là, non, mais tu comprends? Ouais. Est-ce qu'on peut dire, nous autres, on est en partie de famille, là, puis on n'arrête pas de boire tant que le gouvernement n'aura pas changé telle loi? C'est quoi, ça? Non, mais... Tu sais, tu te mets une petite gang, puis tu t'installes à quelque part, tu respectes plus aucune loi, tu prends les barricades des autres, tu utilises les terrains des autres, puis tu dis, moi, je veux faire changer les choses de la société. Ben, t'as peu, là. Je veux dire, t'es pas... bon, oui, le droit de s'exprimer, mais il y a comme une limite, là. Tu sais, il y a comme une limite à penser que toi, tu te réunis à 25, 30, 40, puis que là, le gouvernement va te suivre au pied de la lettre, là. Mais tu sais, quand Valérie Plante dit « Montréal, c'est une ville de paix », hey, ça se tire dessus, depuis son élection. Une ville inclusive où on a le droit de se partager des opinions. J'espère que quelqu'un va corriger son français. Tu sais, des opinions comme « Vive le Hamas » ou « Allah tue les zionistes ». Mme Plante, c'est ça, là. On va exprimer des opinions. Fait que, on va tolérer même les propos haineux. Parce qu'on est une ville de paix, parce qu'on est pacifique. C'est vraiment une ville de gna-gna. Ben, c'est une ville de paix aussi, Benoît, puis tu vois, là, je fais un pont avec notre prochain sujet. Une ville pas de vol ou presque, hein? Surtout quand ça concerne les colis un peu partout. Hein? Ce dossier fabuleux dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Moi, tout ce que je pensais en lisant ça, là, c'est... Faites en sorte qu'il n'y ait pas personne qui a la mauvaise idée d'essayer de voler Benoît Dutrisac ou Mario Dumont, parce que je pense qu'ils ne s'attaqueraient pas aux bonnes personnes. J'essaie de réfléchir à votre sainte colère dans une situation comme celle-là, puis ça me faisait peur, Mario, ce matin. Ouais. Mais c'est le même thème que ce qui se passe dans le quartier chinois, là. C'est la même affaire. La police a de la misère à arrêter les gens qui volent des voitures. Pensez-vous qu'elle va enquêter des vols de colis d'Amazon? Sérieusement, là. Là, donc, les gens font quoi? Ils mettent des AirTags, ils essayent de piéger, ils font appel à leurs voisins, puis là, ils se démerdent. Mais Montréal devient ça, là. T'as l'itinérance dans les quartiers, on n'agit pas. T'as des vols de colis. Moi, on m'a dit qu'il y a des réseaux qui partent en voiture et qui suivent des camions de livraison. Puis qui arrêtent. Quand les paquets semblent intéressants, les arrêtent, puis là, ils vont les chercher. On a appelé, Cybèle Olivier a appelé la ville il y a 1 mois de ça. A appelé le SPVM. On n'a pas de commentaires, on n'a rien à dire. Ben non, ils n'ont jamais rien à dire, ils n'ont jamais de commentaires, ils n'ont jamais d'action, jamais de geste posé. Fait que là, t'as un réseau qui vole des colis, puis on est étonné aujourd'hui. Mais Benoît, tu vas-tu vraiment, toi, comme contribuable, demander à la police d'arrêter des voleurs de colis quand le juge leur donnera même pas une tape ses doigts?
C'est ça. Ça va te coûter une fortune, les policiers vont faire... Tu sais, on a perdu la logique de la justice, là, de dire, non, on veut vivre dans une société où il y a le moins de crimes possible, donc toutes les formes de crimes, là, t'es puni. T'es puni, il y a une conséquence, puis ça passe un message au reste de la société, ça, on n'en veut pas. C'est qu'on a tout banalisé. Les vols d'auto, là, ça a pris, parce que là, il a commencé à avoir de la violence, puis une rage publique, puis la hausse du prix des assurances qui a mis une pression sur les politiciens. Mais non, il y ça a a pris la police d'Ontario, quelques mois à peine, le vol d'auto, on nous disait, c'est pas grave, ça. Tu donnes un numéro pour tes assurances, réclame, salut. Ah oui, mais c'est la police d'Ontario qui est venue faire les arrestations. En plus. Ça nous prend la police de l'Ontario pour intervenir. Alors là, les colis, ça se fera pas. L'itinérance, ça se fait pas. Puis l'itinérance, ça relève pas de la police. Et là, on va demander aux policiers, encore une fois, d'être des intervenants sociaux. Ben non. Eux autres sont censés s'occuper des bandits, des voleurs, des agresseurs. C'est ça leur job, à moins que je me trompe. Il y avait une étude qui disait 28% des Canadiens, un sondage qu'a eu Angus Reid en 2023, 28% des gens qui ont commandé les colis se sont fait voler les colis. Ah, c'est énorme, hein? Pour vrai, c'est un fléau qu'on sous-estime. Non, mais pognons-en un, là. Comme une caméra, tu vois que la police prend ça au sérieux, l'attrape. Là, tu mets tu mets des enquêteurs là-dessus, puis t'en fais un exemple. Là, tu dis, OK, mais toi, mettons, là, sur Marketplace, là, tes ventes des 6 derniers mois, où t'as pris ces objets-là, les objets que t'as vendus sur Marketplace dans les 6 derniers mois, montre-nous tes factures, tu vas aller en prison, mon sacrement, pour 1 an. Puis là, tu vas avoir la manchette dans le Journal de Montréal, 1 an de prison pour du vol de colis. Ben oui, tiens, surprise, tout le monde... Ben, c'est ça. Là, les voleurs de colis vont se dire, oups, ça vaut-tu la peine de risquer 1 an de prison pour, tu sais, on va peut-être se trouver une job, là, payer à l'heure plutôt que payer au vol, là. Mais sincèrement, il faut qu'on s'allume. C'est devenu trop facile. Il y a trop de formes de... Puis toujours dans l'esprit, c'est de la petite criminalité. Ben non. Les gens commencent dans la petite criminalité, tu formes des jeunes, c'est des écoles de formation de criminels. C'est qui volent un œuf, volent un bœuf, là, deviennent des criminels. Puis à un moment donné, avec tout l'argent qu'ils ont fait, ils s'achètent une arme pour devenir des criminels plus importants. C'est ça qu'on laisse se construire, là. Mais moi, je comprends les policiers. On va arrêter un voleur de colis, voyons. Le juge va y dire absolution, je sais pas quoi. J'ai même pas tous les mots. Je connais pas les mots de la clémence absolue que le juge va en inventer pour y donner rien. Mais là, le pattern est installé, là. Tu sais, que ce soit les colis, que ce soit des voitures, que ce soit la paix dans les quartiers, c'est les conséquences. C'est l'absence de conséquences. Il n'y a jamais de conséquences. Il n'y a jamais de conséquences pour dissuader les autres de faire pareil. Donc, on a des gens qui copient le comportement. Les jeunes de 15-16 ans là, qui sont payés 500$ pour voler un char, il n'y a pas de conséquences. Écoute, le tribunal de la jeunesse, travaux communautaires, mon petit minou, t'es mal compris, ta mère t'a pas donné le sang assez longtemps. Il y a toujours une explication très, très, très scientifique à tout ça. Ah, non, mais il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on peut l'appliquer, je pense, à presque à tellement de domaines aussi. Là. Le fait qu'il n'y ait pas de conséquences, le fait qu'on n'agira pas. Tu sais, là, j'extrapole, c'est même pas dans nos sujets. Mais tu sais, aujourd'hui, on regarde. Là, maintenant, il y a des demandeurs d'asile qui font leurs demandes sur ChatGPT. Là, tu sais, qui vont inventer d'un bout à l'autre des histoires pour une histoire de vie, comme quoi ils sont en danger dans leur pays. Puis là, les fonctionnaires se sont rendus compte, mais là, ça a pris combien de cas? Ça a pris combien de dizaines de cas avant qu'à un moment donné, un fonctionnaire dise, il me semble que cette histoire-là, elle revient. Cette histoire-là, non, mais ça n'a pas de bon sens, c'est épouvantable. Oui. Hey, ce prêtre-là, quelque part dans un autre pays, il a donc bien persécuté du monde. C'est drôle, ça fait comme 500 qui viennent me voir. Mais quelque part, ça aussi, est-ce qu'il va y avoir une conséquence? Est-ce que le fait de traverser illégalement la frontière, il y a une conséquence? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conséquence. Fait que quand il n'y en a pas, puis tout le monde sait qu'il n'y en a pas, puis le bruit se passe, hey, je l'ai fait, ils m'ont pogné, ils n'ont rien dit. Au Canada. Ah ouais, mais les cellulaires en classe, là, Drainville a dit ça suffit. Là, on apprend que ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, il n'y a pas de conséquences. Fait que c'est pas grave. Continue, mon ami. C'est le thème du jour. Oui. Honnêtement, c'est sidérant. Puis, regarde, j'en profite pour faire un dernier petit pont avant de vous laisser, Mario, parce que il n'y a pas l'air d'avoir de conséquences non plus pour les agissements de M. Trump pour l'instant. On a suivi le témoignage vedette de Michael Cohen hier, son ancien avocat, contre-interrogatoire à venir aujourd'hui. Ça me fascine tout le temps, là, tu sais. Bon, des fois, on a vu les délateurs dans le crime organisé. Mais là, tu te dis, OK, le gars,
Cohen, c'est un vrai tout croche, là, qui a été dans les pires manigances de Trump, aller-retour, des années de temps. Ce qu'il faisait était, bon, illégal, je sais pas trop, sûrement à certains moments, immoral, certainement. Son travail était pas mal immoral dans sa nature même. Puis là, ben, il arrive, puis il est le repenti. En même temps, tu te dis, est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Il n'y a pas de raison vraiment d'inventer tout ça. Ce qu'il raconte, ça a l'air foncièrement vrai. Là, ça a l'air assez conforme à la réalité. Puis après ça, est-ce qu'il en beurre une tranche de plus parce qu'il a été frustré de Trump? Mais je me mettais dans la peau des jurés, là, puis tu vois arriver ce gars-là, tu comprends, il suinte un petit peu la pourriture, là, il suinte un petit peu le jus de vidange par les bords, mais là, il t'arrive à dire, moi, je suis pur, et je vous amène la vérité au sujet de Donald Trump. Je sais pas qu'est-ce que tu fais qu'un témoignage comme ça. Benoît? L'avocat personnel du président des États-Unis, quand même, hein. Puis là, je lisais qu'il était en maudit parce qu'en 2016, il y avait eu une coupure de 2/3 de ses bonnies, puis il était en sacramouille. Après avoir tout réglé. Puis après avoir tout réglé, après avoir pris sur lui de payer l'ancienne star porno, et lui c'est une petite crapule, là. C'est un avocat qui est prêt à n'importe quoi, il l'écrit dans son livre. Et Trump est là, et pendant ce temps-là, on apprend qu'il est en avance dans 5 sur 6 des États clés aux États-Unis. Alors, plus on l'accuse, plus il monte dans les sondages, et plus Joe Biden est comme ça. Puis il se demande où il est. Trump revient au pouvoir, les amis, cette année. En tout cas, en janvier, ça va être réglé. Il y a de quoi d'hallucinant. Surtout, Benoît, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il pourrait mener sa campagne électorale, même si le procès décide de le condamner, puis d'aller de la prison, ce qui serait là sans précédent dans l'histoire présidentielle américaine, puis presque humaine. Ben, il pourrait mener sa campagne de la prison, être élu de la prison, puis être président en prison. Bémol. Là, il pourrait être président, mais il serait pas aussi bien coiffé, puis il n'aurait pas accès au bronzage intégral, là. Tu sais, ça sera pas le même homme. Il y a des petites victoires comme ça qu'on peut prendre. Ça, c'est une conséquence, Benoît, puis une vraie... Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.